Bonjour, ici Sophie Langlois. La terre a de nouveau tremblé hier en Haïti. Ça a provoqué encore une fois la panique et l'incrédulité. Les images de ces corps coincés sous les décombres d'édifices effondrés rappellent de sombres souvenirs. On a tous ces images du tremblement de terre de 2010. Le bilan va prendre des mois à se dresser, mais déjà les victimes se comptent par centaines. Pourquoi les Haïtiens sont-ils si durement et si souvent éprouvés par les catastrophes naturelles? Parce que c'est pas fini. L'ouragan Grace, qui se dirige tout droit vers Haïti, risque de faire encore plus de dégâts dès demain. Et ça s'ajoute aux crises politiques, bien sûr, parce qu'il y a un mois à peine, le président Jovenel Moïse était assassiné. L'enquête, qui piétinait déjà, risque maintenant, évidemment, de ne jamais aboutir. Ceux qui ont commandité son assassinat sont peut-être encore au pouvoir aujourd'hui, et ça, c'est pas rassurant pour les nouveaux sinistrés qui ont tout perdu hier matin. Les hôpitaux, qui manquaient déjà de tout, sont incapables de soigner tous les blessés. Et le gouvernement, qui est paralysé par des guerres de pouvoir, ne peut qu'encore une fois crier à l'aide. J'ai envie de demander aux Haïtiens qui nous écoutent ce matin, dites-nous comment on peut vous aider en évitant de nourrir les réseaux de corruption. Alors, j'aimerais dire mes sympathies vraiment les plus chaleureuses à ceux qui ont perdu des proches dans ce séisme. Je pense à l'ami Maxime qui m'a écrit hier soir que son père était mort tragiquement hier matin, dans le village de l'Asile où toutes les maisons ont été détruites. Max est très inquiet pour sa mère et ses grands-parents qui sont très gravement blessés et il n'y a aucun soin près d'eux. C'est vraiment triste, m'a-t-il écrit. Ça fait 8 ans que je n'avais pas revu ma famille. C'est dur spécialement pour mon père. Alors, on va faire le point sur la situation en Haïti en début de deuxième heure. En attendant, sachez qu'on pense à vous très, très fort et on pense aussi aux Afghans, bien sûr. Bonne émission. Aujourd'hui à l'émission, une discussion sur le traitement qu'on réserve à nos personnes âgées. La COVID a tué des millions d'aînés. Le printemps dernier, nous avons tous été choqués de les voir mourir, souvent seuls, en détresse. Alors ce traumatisme collectif va-t-il nous pousser à modifier notre regard sur le vieillissement? Va-t-on enfin changer, nos façons de les traiter quand ils deviennent malades? Une discussion qui va vous passionner, j'en suis certaine. On va aussi aller à Dakar où des Sénégalaises se mobilisent pour dénoncer les violences faites aux femmes, les viols en particulier, qui sont encore banalisés dans ce pays. Les Haïtiens se réveillent encore ce matin sous les décombres après un autre séisme dévastateur. On va aller à Port-au-Prince voir comment les secours s'organisent. On ira aussi aux États-Unis parler de réchauffement climatique avec Étienne Leblanc et de ces femmes afro-américaines qui meurent 3 fois plus que les blanches des suites de leur grossesse et de leur accouchement. Mais d'abord, on va faire le point sur la situation en Afghanistan. Les talibans sont en train de conquérir Kaboul. Ils ne sont plus aux portes de la capitale, mais bien entrés dans la capitale, et cela 20 ans après avoir été chassés du pouvoir. Le président Ghani aurait quitté le pays. Le Canada vient tout juste de suspendre ses activités diplomatiques à Kaboul et le personnel canadien serait déjà sur le chemin du retour au pays. C'est un échec monumental pour les forces de l'OTAN qui ont mené cette guerre lancée par les Américains en octobre 2001 après les attaques contre les tours du World Trade Center à New York. On craint le pire pour tous les Afghans, bien sûr, mais en particulier pour les filles et les dizaines de milliers d'Afghanes qui, depuis 20 ans, ont défié le poids de lourdes traditions pour devenir enseignantes, ingénieurs, médecins, avocates
et juges, les juges qui craignent carrément d'être exécutés dans les prochains jours. Alors, pour faire le point sur la situation à Kaboul, je viens tout juste de parler à la journaliste française Sonia Ghezali, qui est sur le point d'être évacuée. Vous êtes ce matin dans l'ambassade de la France à Kaboul. Pourquoi vous êtes là-bas? Eh bien, l'ambassade de France a commencé à évacuer ses ressortissants après que des talibans sont entrés dans Kaboul, puisque les talibans en fait sont dans Kaboul. On a vu dès ce matin des talibans pénétrer dans les quartiers périphériques de la capitale, et puis on a commencé à les voir dans le centre de la capitale. Et il y a eu aussi des explosions. Alors c'est pas très clair, c'est assez confus parce que on a dû partir un peu dans la précipitation et dans la panique en fait pour aller à l'ambassade de France qui nous a demandé à nous, tous les membres de la communauté française en Afghanistan, de rejoindre l'ambassade le plus rapidement possible. Et donc là, on est à l'ambassade de France, on attend d'être évacué vers l'aéroport afin de prendre un avion qui devrait nous emmener jusqu'à Paris. Avez-vous cette impression d'un énorme gâchis, que tout cela n'aura servi à rien finalement? 20 ans de guerre, des dizaines de milliers de morts pour rien? Oui, évidemment, je pense que c'est le sentiment, c'est l'opinion de tous les Afghans en Afghanistan et de beaucoup de personnes qui appartiennent à la communauté internationale, parce que finalement, c'était 20 ans d'investissement, d'investissement financier, mais pas que financier, et finalement le résultat est tragique, dramatique. Je peux vous dire qu'il y a une énorme vague de tristesse qui a empli Kaboul aujourd'hui. Cette vague de tristesse, cette chape de plomb, elle était présente depuis plusieurs semaines, hein, quand les talibans ont commencé leur offensive en mai dernier et qu'ils ont arraché les districts les uns après les autres avant de s'en prendre aux capitales provinciales. Et ils l'ont fait avec une telle facilité que ça a laissé tout le monde bouche bée, tout le monde sidéré, étonné, surpris, à commencer par les Afghans, y compris ceux du gouvernement et y compris ceux des forces de sécurité. Ce Mm. matin, je suis allée à l'aéroport de Kaboul avant que l'évacuation commence. J'y suis allée pour rencontrer les personnes les Afghans qui avaient décidé de partir, qui fuyaient le pays. Et j'ai rencontré ce soldat qui est positionné à Kaboul, et il portait son treillis et il m'expliquait, les larmes aux yeux, qu'il avait honte de son uniforme parce qu'il savait ce que les gens pensaient autour de lui, y compris sa famille. Il me disait, les gens disent qu'on ne s'est pas battu pour notre pays, ils disent qu'on a fui devant l'ennemi. Parce qu'effectivement, les forces de sécurité afghanes ont, dans beaucoup de districts, tout simplement déposé les armes et ont fui face à l'avancée des talibans. Et comment lui, ce soldat que vous avez rencontré ce matin, explique cette déconfiture? Il dit que c'est politique. Il m'a dit: «C'est politique», et en effet, on a discuté il y a quelques semaines avec le gouverneur d'Herat, qui nous expliquait que la stratégie militaire qui avait été choisie et mise en place, c'était le retrait dans les districts pour pouvoir renforcer militairement les capitales provinciales. Et les forces de sécurité afghanes ont effectivement déposé les armes, ont fui devant l'ennemi, devant les talibans dans les districts, leur laissant en fait le champ libre. Ce qui a beaucoup choqué la population sur place. On a eu beaucoup de témoignages d'habitants qui nous disaient mais les soldats ne se sont pas battus, ils sont partis avant même que les talibans arrivent dans le village. Donc il y a vraiment cette incompréhension des forces de sécurité elles-mêmes, puisque tout ça, ça a été décidé par le leadership. Et après, il faut aussi dire et expliquer, contrairement à ce qu'a soutenu le porte-parole du Pentagone au cours de ces dernières semaines, l'armée afghane, elle est en déroute parce qu'elle manque de moyens, à cause de la corruption endémique au sein du gouvernement afghan. Et on a rencontré récemment à Herat des militaires qui n'avaient pas été payés depuis 4 mois, et on avait vu la même chose quelques mois auparavant à Kandahar dans le sud. Et c'est ça qui est dramatique, c'est de voir tous ces soldats, tous ces policiers qui, malgré tout, en fait, continuaient de défendre le pays, continuaient d'être à leur poste, même s'ils n'étaient pas assez payés, même s'ils étaient mal équipés, même s'ils étaient mal entraînés, avec un leadership très très faible et souvent incapable de répondre aux véritables besoins sur le terrain. Que se passe-t-il dans les régions déjà conquises par les talibans pour les femmes?
Les témoignages sont assez, effrayants. Les femmes, que l'on a réussi à joindre par téléphone nous expliquaient que depuis l'arrivée des talibans dans leur village ou dans leur ville, elles ne peuvent plus sortir sans porter la burqa, elles portent des gants aussi et des chaussettes pour se couvrir la peau. Il ne faut pas qu'un seul centimètre de peau soit visible. Elles nous disent aussi qu'elles ne peuvent pas aller, travailler, si elles travaillent par exemple dans un bureau mixte. Seules les enseignantes dans les écoles pour filles sont autorisées à continuer à aller travailler. Elles nous expliquent, aussi qu'elles ne peuvent pas sortir, de chez elles sans un muharram, qui est un chaperon masculin. Donc on voit vraiment que les talibans, dès qu'ils arrivent quelque part, ils instaurent la charia islamique, la loi islamique. Et ça, on l'a vu aussi à Kaboul aujourd'hui, où des talibans, enfin, on suppose des talibans, mais des hommes se sont mis à arracher les photos, les posters de femmes qui recouvrent les murs des salons de beauté. Donc ça en dit quand même long sur leur mentalité, sur leur idéologie. Avez-vous l'impression que tous les gains que les femmes ont pu faire depuis 20 ans vont être carrément effacés? Une grande partie de ces gains, oui, vont disparaître, c'est sûr. Les talibans n'accepteront pas que les femmes soient juges, participent au gouvernement. Les talibans n'accepteront pas que les femmes fassent partie de l'espace public comme elles font partie de l'espace public à Kaboul, par exemple, elles sont propriétaires de cafés, de restaurants mixtes. On voit des femmes se promener avec le voile légèrement en arrière, laissant découvrir les cheveux, avec des tuniques plutôt courtes. Et c'est impensable que les talibans acceptent ce mode de vie qui est très très loin de leur vision en fait très rigoriste de l'islam. Qu'est-ce qui vous aura marqué, vous, ça fait plusieurs années que vous vivez là-bas, de ces dernières années, de ces dernières semaines, ces derniers jours de votre vie en Afghanistan? Je dirais que c'est, ces dernières années, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette polarisation dans les villes et notamment dans Kaboul, et je l'ai découvert il y a quelques jours, avant qu'Hérat tombe. Je l'ai découvert aussi à Hérat, dans l'ouest. Il y a vraiment, une volonté de la jeunesse, et une volonté de cette élite, de cette jeunesse, éduquée, de s'ouvrir au monde, d'être connectée, au reste du monde. Et ça, on a vraiment vu naître dans Kaboul ces cafés très branchés, mixtes, qui sont vraiment des îlots, qui étaient des îlots à part en Afghanistan. Et on pouvait se croire en fait dans un café à Paris ou n'importe où ailleurs en Europe. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marquée. Et en même temps, il y avait aussi, on s'est aussi rendu compte, moi je me suis rendu compte qu'il y avait quand même dans les zones rurales, des mentalités qui persistaient, qui étaient contre l'éducation des filles. À Kandahar, il y a quelques mois, un villageois me disait qu'il ne laissait pas ses filles, de plus de 9 ans aller à l'école. Il ne disait pas que c'était à cause des talibans, il disait que c'était, parce qu'on était dans un village contrôlé par le gouvernement. Non, il disait que c'était parce que c'était la mentalité, de sa famille depuis des générations, et que voilà, il considérait que c'était honteux qu'une fille après l'âge de 9 ans ne devait pas aller à l'école. Donc je pense que ce qui m'a marqué, c'est vraiment découvrir, de me rendre compte de ces 2 extrêmes, qu'il y a vraiment une partie de la population qui aspire à s'ouvrir vers l'extérieur et une autre qui tient vraiment à conserver, ses traditions, et sa culture. Alors que vous êtes à quelques minutes ou quelques heures d'être évacué, comment vous avez-vous le cœur brisé? Avez-vous peur? Comment vous vous sentez là? Oui, j'ai le cœur brisé, comme, j'ai le cœur brisé de voir, cette population ce peuple qui ne croit plus en fait, en l'avenir, et de voir, ses amis, les yeux rougis, profondément affectés, effrayés de ce qu'il se passe, et sidérés. Je pense que c'est vraiment la sidération le mot, qui détermine le mieux, en fait, l'état dans lequel sont les Afghans aujourd'hui. Ils ne se sont pas du tout imaginés que cela pouvait arriver aussi vite. Et là, vous entendiez un hélicoptère, justement, qui passe au-dessus de la zone verte, puisque les évacuations continuent. Mais, et voilà, ces évacuations, de voir tous les étrangers partir et les laisser là, sans issue, sans porte de secours, ça c'est terrible, et c'est terrible de se retrouver dans la position, de pouvoir justement partir
et de les laisser là, même si on peut partager les mêmes rêves, on partage les mêmes rêves. On a tous envie de vivre en paix et heureux et de vivre ses rêves. Et ici, c'est comme si on avait coupé les rêves de tous. Donc, ce rêve qui est devenu un cauchemar, je vous devez quitter bientôt, donc on va se laisser. Merci beaucoup, Sonia Ghezani. Merci à vous. Vous écoutez Des Hôtels le dimanche sur ICI Radio-Canada, première. Alors qu'une 4e vague de COVID-19 est à nos portes, la pénurie d'infirmières inquiète dans les CHSLD. Au printemps 2020, le virus a tué des milliers de personnes âgées au Canada. On a tous été choqués, bouleversés de voir nos aînés mourir parfois complètement seuls, déshydratés, parfois le ventre vide, faute de soins primaires. Il y a quelques mois, j'avais interviewé un urgentologue qui a travaillé pour la première fois de sa vie dans un CHSLD lors de cette première vague. Il a été traumatisé d'y voir le traitement réservé aux résidents qui avaient la COVID. Déjà, ils avaient leur petite chambre, et puis là, non, même plus. Ils sont tous ensemble, pêle-mêle, sans aucune intimité. Ça m'a beaucoup bouleversé, à vrai dire. Mais c'était franchement... C'était vraiment comme les entassés, ça va paraître un peu morbide ce que je dis, mais vraiment, je n'arrêtais pas de penser à ça. C'est vraiment comme les entassés dans les cages à bestiaux, comme dans certains moments de notre histoire. C'était le docteur Bernard Corazza. Comme lui, on s'est tous dit que ça n'avait absolument pas de bon sens, qu'on ne pouvait pas traiter nos vieux de cette façon-là, qu'il fallait que ça change, qu'on devait une fois pour toutes s'attaquer aux failles du système qui étaient bien connues avant la pandémie. Je pense aux soins à domicile, par exemple, qui sont encore très limités, alors qu'on dit depuis 30 ans qu'il faudrait les prioriser. On a dit aussi qu'il fallait mettre fin au sous-financement chronique des CHSLD si on veut que les plus malades puissent vieillir dans la dignité. Où en sommes-nous dans cette réflexion, dans ce virage que tout le monde, l'année dernière, disait absolument nécessaire? On va en discuter dans quelques instants avec 2 invités, mais d'abord, ma collègue Pascale Harrison-Julien a suivi une médecin qui accompagne à la maison depuis plus de 35 ans des patients dans le dernier chapitre de leur vie. Des personnes qui, comme bien des Canadiens, redoutent maintenant de finir leur jour dans des résidences pour aînés. Voici son reportage. À 8 heures du matin, la médecin de famille Geneviève Dechêne sort du CLSC de Verdun pour commencer sa tournée de visite. Les patients que nous suivons ont opté pour ne plus aller aux soins intensifs, sachant que leur maladie est avancée et terminale. Ce dont ils ont besoin, c'est un médecin qui prend en charge, un médecin qui les connaît, un médecin de famille qui les connaît et qui peut être appelé avec son équipe de garde 7 jours, 24 heures. Mais non, très peu de CLSC au Québec ont des équipes médicales 24 heures. C'est le choix qu'a fait le gouvernement actuel de ne pas les implanter. On est très déçus. Si je me stationne ici, ça va être parfait. Le gouvernement actuel a décidé, il y a 3 ans, de ne pas autoriser les équipes médicales intensives à domicile, ils appellent ça les SIAD, à suivre les patients. Donc, ils nous fixent une limite de 3 séjours, alors qu'en moyenne, notre suivi avant le décès de ces gens-là, c'est 8 mois et demi. Donc oui, nous sommes illégales, je suis illégale. Pourquoi vous le faites, vous? Après s'être réunis, on a décidé qu'on allait prendre le risque d'être poursuivis par le gouvernement actuel pour faire de la bonne médecine. C'est Dr Dechêne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Larocque. Comment ça va, vous? Nous arrivons chez Jean Larocque, un facteur retraité âgé de 81 ans qui souffre d'une insuffisance pulmonaire terminale. 2 de ses filles sont là. On va écouter le cœur. Il y a plein de sécrétions dans ses poumons pareils. Oui. Respirez par la bouche. C'est bon. Oui. Beaucoup mieux. Okay. C'est beaucoup mieux. Et ça, je voulais vous en parler, M. Larocque, puis je voulais en parler aux filles aussi. Ouais. Malheureusement, vos poumons ne sont pas bons. Non, non. Ils sont affreux. Affreux. C'est Il ça. est dépendant à la cortisone.
Dès qu'on arrête la cortisone, il étouffe. Exact. Oh, que c'est pas bon, ça. Ouais. Fait que qu'est-ce que je vais essayer? Je vais essayer de diminuer la cortisone. Fait que là, on va faire notre 5 jours. Après ça, on va diminuer sur 2 semaines. Hein? 14 jours. 40, 30, Exactement, 40, 30, 20, 10, 5. Et vous allez surveiller. Fait que vos filles, puis vous allez surveiller quand est-ce que ça va moins bien. Et moi, je veux pas que vous retourniez à l'hôpital. Là. Je veux vous garder à la maison. Je ne retourne pas à l'hôpital. Pourquoi vous dites que vous ne retournez pas à l'hôpital? Vous pouvez pas mourir là, vous mourir ici. Moi, j'ai pas peur de mourir, absolument pas, mademoiselle. Puis je sais où je m'en vais, puis j'ai toute ma tête, puis... Il ne veut pas retourner à l'hôpital parce qu'on ne pourra pas le guérir. Ses poumons sont... C'est justement... Et que si ça va pas bien, on fait des soins palliatifs à la maison. Fait que c'est déjà discuté. Ah, oui, tout est fait. Les filles sont d'accord. Hein, tout le Oui, monde est oui. en paix avec ça. Elle est fine, cette madame-là. Oui. Oh, mon Dieu. Ils connaissent son affaire. Oui, ils connaissent leurs affaires. Mais j'aime ça, parce qu'elle me donne la vérité. C'est ça qu'il a dit. Elle me le dit. T'es malade, t'es malade. Mais j'améliore pas. T'as vu, elle l'a dit tout à l'heure. Là, tu t'amélioreras pas. Le matin, se lever, déjeuner, c'est vous qui lui faites le déjeuner? C'est ça, il ne peut pas se le faire lui-même. Hein? Puis on a tout pris en charge. Déjeuner, dîner, souper, c'est nous qui les faisons. Il ne fait rien de tout ça? Non. Ses filles, Nancy et Karine. C'est lui qui a vraiment décidé qu'il était pour rester ici, puis à quelque part, mais ça facilite vraiment plus pour tout le monde. Donc, la proximité de ma sœur qui reste à côté. Je pense que depuis qu'on est petite, puis il dit qu'il ne veut pas aller dans les centres. Fait qu'on le savait, là. Il n'a jamais voulu, puis écoute, c'est son choix. Puis on est quand même assez proches toutes. Puis on est respectueux. Ben, à Verdun, sont vraiment génial, les soins à domicile, là. Parce que sans ça... Ça aurait été un autre game. Ça aurait été vraiment un autre game. Ça aurait été difficile. Ça n'a pas de prix, ça. Ça, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas rien, il n'y a pas de prix là-dessus, là. J'aimerais juste vous parler de M. Larocque. Là. Si vous ne l'aviez pas comme patient en soins à domicile, il serait où? Monsieur Larocque aurait été encore une fois à l'hôpital et à l'urgence, la semaine dernière exactement, parce qu'il étouffait. Son niveau d'oxygène, sa saturation baissait dangereusement. Il n'était plus capable de parler, plus capable de manger. Il serait resté peut-être encore une semaine ou deux à l'hôpital. Il serait revenu à la maison. Et puis une semaine ou deux après, il serait retourné à l'urgence et retourné à la maison. Donc oui, s'il n'était pas entouré par sa famille et suivi par les infirmières et les médecins du CLSC, il serait probablement éventuellement relocalisé, mais après plusieurs hospitalisations. Mes patients sont très inquiets d'être envoyés dans une ressource intermédiaire ou pour certains un CHSLD, parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur maison ou dans la maison de leurs enfants et ils y sont heureux. Et là, on s'en va où? Alors, une dame avec un trouble cognitif léger qui vit avec sa fille Sophie. Elle a un cancer du pancréas qui a été découvert lors d'une récente hospitalisation. Elle a eu son congé de l'hôpital il y a environ 2 mois. La semaine dernière, ses douleurs ont augmenté. Elle est devenue très souffrante et parce qu'elle était ma patiente, l'infirmière m'a appelée tout de suite et elle n'a pas eu besoin d'aller à l'urgence. On a, par un simple coup de téléphone, démarré des timbres d'analgésique qui s'appelle le fentanyl, qui se donne par la voie cutanée et qui ont très peu d'effets secondaires chez les personnes âgées. Et on va aller voir aujourd'hui si elle est mieux soulagée. Bonjour, bonjour. Madame Julien qui m'accompagne aujourd'hui. Ça va bien, Sophie? C'est chaud. Hein? Bonjour, Paulette. Je m'en viens regarder votre ventre. OK, si vous ne touchez pas à votre ventre, il fait-tu mal pareil? Ça arrive assez souvent. Si on regarde les Canadiens, et c'est un peu partout en Europe, c'est 30 % en moyenne des gens qui décèdent à la maison, parce que la grande majorité des décès, ce sont des maladies connues, chroniques, comme celle qu'on a visitée ce matin. Le cancre, pas juste au Canada, mais en Occident, on n'a pas un chiffre plus bas de décès à domicile, c'est le Québec, avec 11,8 % de décès à domicile. C'est du jamais vu. Comment elle mange? Comment est son appétit? C'est moins qu'avant. C'est des petites quantités. Je ne peux pas la forcer. Hein? Ça, c'est sûr. Tu penses qu'elle aimerait ça, ta mère, avoir des genres de milkshake maison? Sophie Dupré écoute attentivement les suggestions afin de bien accompagner sa mère. Jamais de la vie, j'aurais pensé que j'aurais à administrer des médicaments comme ça, à faire un suivi comme ça. Mais grâce au personnel, je pense que grâce à ces femmes-là, ma mère, sa vie est prolongée. Pourquoi c'est complètement insupportable l'idée de la laisser à l'hôpital? Ou... Je pense que je suis devenue plus consciente
de ce qui se passe à cause de la COVID. Peut-être qu'aujourd'hui, dans une couple d'années, ça va changer, je ne sais pas. Comment ça s'est passé pendant vraiment le pire de la COVID pour vous, là, pour votre corps de métier? Ça a été la période la plus difficile de l'équipe parce qu'on a couvert, c'est le mandat là, des médecins en CLSC, les résidences pour aînés et les ressources intermédiaires, et on a eu des éclosions épouvantables. On a eu 240 patients de plus atteints de la COVID et on a tous compris que dans les autres territoires où il n'y avait pas des équipes médicales intensives comme Verdun, que tous ces gens-là allaient à l'hôpital. Là. Nous, ils n'ont pas été à l'hôpital parce qu'on s'en occupait sur place. Vous espérez quoi, en fait? En fait, ce que notre équipe médicale intensive à domicile, on appelle ça un SIAD, à Verdun espère, c'est qu'il y a un SIAD dans tous les CLSC du Québec. On peut-tu enlever la restriction de 3 à 7 jours qui est inhumaine, cruelle, et permettre aux médecins de famille des SIAD à domicile de suivre les patients jusqu'au décès et non pas les abandonner après 3 à 7 jours. Et du jour au lendemain, vous allez voir diminuer les arrivées aux urgences majeures des hôpitaux de façon très, très importante. C'était un reportage de Pascal Harrison-Julien à Montréal. Alors, on poursuit la réflexion avec la docteure Sophie Diagne, qui est chef de service et enseignante au CHSLD Jean de Lalande et Bruchézy, et coprésidente de la communauté de pratique des médecins en CHSLD. Et aussi avec Jocelyne Robert, sexologue, conférencière et auteure. C'est son dernier ouvrage, Vieillir avec panache, qui a attiré notre attention. Mesdames, bonjour. Bonjour. On a tous vécu d'une certaine façon un traumatisme collectif pendant la première vague de COVID-19, hein, en voyant nos vieux mourir, souvent complètement seuls, dans une certaine détresse. On a aussi vu les personnes âgées de 70 ans et plus être montrées du doigt comme des pestiférés. Comment chacune de vous avez vécu ce traumatisme-là? D'abord, avez-vous été choquée? Comment vous avez vécu ça? J'y vais ou vous y allez, Dr. Jan? Allez-y. Je vais, d'accord. Moi, d'abord, j'étais confinée comme tout le monde. Alors, mes activités et personnelles et professionnelles étaient au beau fixe. Donc, j'ai beaucoup suivi ce qui se passait. J'étais scotchée, comme on dit, devant mon téléviseur. Toutes les conférences, les activités que j'avais qui étaient annulées concernaient les personnes âgées parce que depuis une dizaine d'années, c'est auprès d'elles que j'intervenais le plus fréquemment en atelier, en conférence, etc. J'avais un frère très malade qui ne voulait surtout pas se retrouver ni à l'hôpital, ni... Il est décédé d'ailleurs le 4 mai à la maison parce qu'il refusait de se rendre, recevoir des soins d'urgence. Il était très hypothéqué, il faut dire. Donc, j'étais, moi, terriblement secouée. Ça me touchait personnellement, ça me touchait professionnellement et je me disais quel point de bascule que cette COVID qui nous montre, qui nous fait la démonstration du traitement indigne de l'attitude que nous avons, que nous entretenons à l'égard des personnes vieilles, des vieux, des vieilles. J'aime bien, moi, les mots vieux et vieilles, là. On peut dire personnes âgées ou aînées. Et je trouve qu'on était là devant vraiment la manifestation flagrante d'une société qui, dans ses ramifications partout, dans toutes ces ramifications, était une société agiste. Agiste dans le sens, évidemment, qu'on ne se préoccupe pas concrètement, qu'on ne s'était pas préoccupé concrètement de mettre en place des infrastructures, de prévoir des soins dignes de ce nom-là de soins. Hein, c'est prendre soin, et là on avait ça en pleine gueule et je me suis dit ça n'a aucun sens. Alors un petit peu nourrie par ma réflexion de la dizaine dernière des derniers 10 ans, je me suis dit je vais me nourrir, je vais mettre sur la place publique ce qu'on me dit depuis 10 ans là, dans mes rencontres avec les vieux. Ils se sentent, quand ils ne sont pas malades, moi je rencontre surtout des vieux et des vieilles personnes qui sont encore très autonomes, mais ils se sentent quand même comme l'expression qu'ils utilisent souvent, des serpus à rien, comme dans la publicité qu'on Mise voit au à la télé. rencard.
Mise au rencard. Voilà, mise au rencard. On les envoie tout à coup là, se faire recycler, je ne sais trop comment, dans le cas des personnes âgées. Alors, ils se sentent comme ça, même autonomes. Ils se sentent sans voix, ils se sentent ostracisés du monde du vivant. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y en a autant dans mes conférences? Comment ça se fait que je fais ça le compte? C'est pas parce que je suis bien bonne, là, je me pète pas les bretelles avec ça. C'est parce que le besoin est immense. Et c'est parce que lorsqu'ils sont interpellés, ils sont là, puis prêts à essayer de bouger, puis à faire changer les choses sans trop savoir comment. Docteur, alors, voilà, je vais m'arrêter pour laisser la place, donner la parole au docteur Zang. Docteur Zang, j'aimerais vous entendre réagir à ces propos de Madame Robert parce que vous travaillez dans une institution qui incarne pour beaucoup de Québécois cette mise au rencard. Comment vous avez vécu cette première vague qui a été très, très dure dans les CHSLD où vous avez travaillé? Oui, effectivement, dans notre CIUS, on a été fortement touchés par la pandémie. Pour moi, c'était le résultat très tragique, mais un peu logique une conséquence des lacunes chroniques c'est sûr qu'on ne voyait pas venir une pandémie de cette taille-là. On a tous été renversés par ça, mais les problèmes, on les a vus, on les vit depuis très, très, très longtemps. On parle de pénurie de personnel, on parle de pénurie de ressources matérielles, les infrastructures, effectivement, qui ne sont pas adaptées à l'évolution des personnes âgées, qui ont changé au cours des dernières décennies, qui parfois maintenant sont plus malades, donc à qui on doit donner des soins un petit peu plus intensifs. Donc, effectivement, je suis d'accord que dans certaines circonstances, on a senti une certaine iniquité. Donc, quand on parle d'agisme, moi, je peux parler du point de vue du réseau de la santé. C'est sûr on est des parents pauvres du système depuis très longtemps et je pense que c'est pas nécessairement surprenant ce qui est arrivé, même si ça a été une grande tragédie, on ne veut plus jamais la vivre. Quelle est la lacune, Dr. Zang, qui vous a fait le plus mal en CHSLD? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus, dont vous auriez eu besoin pour être capable de sauver plus de monde? C'est certain que c'est la pénurie des ressources humaines. Oui, c'est bien d'avoir de l'équipement et des infrastructures, mais les soins, ça passe d'abord là, par le personnel de soins. Donc, surtout les infirmières auxiliaires qui ont manqué cruellement. On avait déjà une pénurie bien avant la pandémie, des fois allant là, de 10 à 40% dans notre CIUS, donc de postes vacants non comblés, mais qui s'est aggravé avec tous les épuisements personnels, les gens qui étaient en quarantaine, qui devaient être isolés, qui sont tombés au combat, qui ont eu la COVID. Donc, c'est certain que ça a été amplifié fois 100 et je pense que ça a contribué là, au portrait un peu sombre que vous avez décrit tout à l'heure. Madame Robert, vous parlez souvent, et vous le répétez dans votre livre « Vieillir avec panache », de maltraitance en 2 mots. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'écris en 2 mots d'abord pour pas qu'on comprenne de ce terme-là que je parle, que j'insinue que les personnes âgées sont maltraitées dans le sens de violenter. Bon, on sait que ça arrive dans tous les domaines, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on se soucie peu d'être attentif aux vieux, de leur être vraiment présent, comme s'ils étaient des êtres vivants, des hommes et des femmes, vivantes, à part entière jusqu'au bout du voyage. Je vous donne un exemple d'agisme que j'appelle de l'agisme bienveillant que j'ai rencontré tellement souvent, puis qu'à peu près tout le monde a rencontré. Et agisme bienveillant parce qu'il est plus ou moins conscient. On infantilise les vieux. J'ai trouvé ça intéressant dans le reportage là, que j'écoutais avant d'être en ligne avec vous. Il y avait un monsieur très malade et on entendait probablement une infirmière qui l'aidait à domicile lui parler et sa fille aussi. Et malgré son état, il n'était pas infantilisé. Il avait pris une décision, on l'écoutait, on le respectait.
Et bon, l'exemple que je donne souvent, c'est quand j'entends, par exemple, « Oh, ma petite Françoise, là, ma petite Sophie, quel dégât tu m'as fait là. » Combien de fois j'ai entendu du personnel, des aidants, je ne les blâme pas. Je veux juste souligner que mettre en lumière le fait que l'agisme, ça a des ramifications dans les attitudes. C'est une problématique qui est très large, qui est d'ailleurs très politique. On va être en période électorale bientôt, là, on le sait tout le monde, ça va se passer aujourd'hui. La vieillesse va prendre beaucoup de place, là, comme elle en a pris énormément lors de toutes les récentes campagnes électorales, que ce soit au Québec, au provincial ou au fédéral. Ça va être très important tout à coup. On va faire de grandes promesses. Comment ça va se concrétiser, s'opérationnaliser ensuite? On n'en sait rien. J'ai l'air de m'éloigner de mon sujet, là, mais pas du tout. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience que l'agisme, je comprends très bien, la Dr Zhang parle avec beaucoup d'éloquence de son milieu, du manque de personnel, du manque d'aidants. Je regarde la situation dans une perspective peut-être plus globale, plus sociopolitique, socio-sexologique même. Sexologique, pourquoi? Combien de vieilles personnes m'ont dit, pourquoi? Parce que j'ai 80 ans, on ne me considère plus comme une femme. Les gens ont besoin d'être des hommes et des femmes jusqu'à la fin de leur vie, de se sentir regardés, écoutés comme tels. Dr Zhang, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous me disiez que le manque cruel d'infirmières, de ressources humaines, faisait en sorte justement que des gens qui travaillent en CHSLD parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils aiment les personnes âgées, souffrent de ne pas avoir le temps de traiter ces personnes-là comme des hommes et des femmes, de les écouter, par exemple, pas juste de les gaver, mais de prendre le temps de bien les nourrir. Est-ce que cette absence de capacité à pouvoir donner des bons soins est une forme de maltraitance, comme le dit Madame Robert? Je pense que justement, j'appuie le point qu'effectivement, il y a beaucoup à faire au niveau des idées préconçues, des stéréotypes, des préjugés et des biais qu'on peut avoir en tant que société et en tant que personne. Mais je pense que dans les milieux de soins, justement, une des grandes barrières à pouvoir traiter nos personnes âgées avec respect, dans la dignité, c'est justement le fait d'être épuisé, d'être en train de courir à gauche et à droite parce qu'on est en manque de personnel, parce qu'on n'arrive pas à donner tous les soins qu'on voudrait donner. Donc, je pense que ça contribue à renforcer encore plus peut-être justement des soins sous-optimaux ou un traitement de la personne de façon sous-optimale. Si on traitait aussi notre personnel de soins avec dignité et avec respect, je pense que par la suite, il y aurait un effet boule de neige où le traitement envers les personnes âgées serait aussi amélioré. Donc, c'est certain que pour moi, pour attaquer ce problème-là de front, il faut aussi prendre soin du personnel soignant, par exemple en CHSLD. Bien évidemment, il faut les attirer pour qu'on puisse combler les postes vacants. Vous me disiez quand même avant la pandémie, il y avait de 30 à 40 % de postes d'infirmières qui n'étaient pas comblés. C'est encore pire aujourd'hui. Donc, l'épuisement est encore là, peut-être encore pire. Est-ce que vous avez l'impression que le regard sur les vieux et le regard sur votre travail en CHSLD a changé depuis la pandémie? Est-ce que le traumatisme a fait en sorte qu'on valorise davantage ce parent pauvre du système? Heureusement, oui. Je pense que ce qui ressort de cette tragédie-là, justement, c'est une nouvelle opportunité. C'est un tremplin pour s'améliorer et je sens une vague de changement dans la façon que les gens perçoivent les CHSLD, par exemple. Donc, moi, mon rôle de chef en hébergement, ça fait quand même plusieurs années que je l'occupe, bien avant la pandémie. Puis, quand j'en parlais, les gens étaient peu intéressés. Maintenant, quand je dis que je suis chef de CHSLD, on est intéressé, on me pose des questions, des gens qui me disent que justement s'intéressent de plus en plus vers la population âgée. Ça commençait déjà à changer un petit peu. Je voyais déjà avant la pandémie que des jeunes médecins s'intéressaient de plus en plus à ces milieux-là, mais depuis la pandémie, je pense que vraiment c'est un momentum. Et il faut qu'on saute sur ce momentum-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé, moi et mes collègues, la communauté de pratique des médecins en CHSLD. On sentait que c'était le bon moment
pour faire avancer les choses, pour nous mettre ensemble et justement porter la voix des parents pauvres du réseau. Mais pour profiter de ce momentum, il faut faire pression sur le politique parce qu'on a beau dire, on aura beau changer notre regard, s'il n'y a pas plus d'argent pour embaucher plus de monde, leur donner des meilleurs salaires pour les attirer, ça ne changera rien. Est-ce que vous sentez que, je vous pose la question à mes deux invités, que politiquement, il y aura peut-être une nouvelle volonté de mieux financer les services à domicile, tous les services qui sont des soins aux personnes âgées? De mon côté, je sens qu'il y a une certaine ouverture. Oui. Donc, et comme Mme Robert dit d'ailleurs, est-ce que ça va se concrétiser? C'est ce qu'on attend tout le monde. Et justement, ce réveil de la population, du grand public, va faire en sorte que j'espère qu'on va les talonner, qu'on va leur mettre beaucoup de pression pour que, justement, tout ce qui est mis par écrit soit transformé en action. Madame Robert, 30 secondes. Votre livre est un cri du cœur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on entende de ce cri du cœur? Je veux qu'on entende que cette situation est complètement inhumaine. Je veux qu'on entende qu'il faut qu'on essaie de prendre conscience pourquoi la vieillesse nous épouvante au point de refuser de la voir et parfois même de la nommer. Pourquoi on a besoin de tant d'euphémismes pour nommer les vieux, les vieilles, que j'appelle souvent, moi, les grands adultes, là, en analogie avec les grands-parents, etc. Et je suis d'accord avec ce que la Dr. Zhang vient de dire. Et surtout, je pense que parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, parce qu'on est plus nombreuses aujourd'hui que les jeunes de 15 ans et moins dans ce pays, parce que j'invite, moi, les personnes âgées, autonomes, bien sûr, à révolutionner un petit peu, à brasser la cage, parce que merci de les aider à le faire. Merci de les aider à le faire. Je vous en prie. Jocelyne Robert et Sophie Zhang, merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Pour réentendre l'émission, retrouvez-nous en balado-diffusion sur notre site web à radio-canada.ca/des hôtels dimanche. Si vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de féminicides autour de vous, sachez que ce n'est pas qu'une impression. Ces homicides qui ciblent des femmes se multiplient un peu partout sur la planète. Au Canada, par exemple, il y en a eu 160 l'an dernier. C'est du jamais vu. Ici, on en parle abondamment, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, c'est encore un sujet tabou. Au Sénégal, il y a quelques années à peine, les violences faites aux femmes, en particulier l'inceste et la violence conjugale, étaient un tabou absolu. On faisait comme si ça n'existait pas. Mais il y a 2 ans, un meurtre particulièrement sordide a brisé cette omerta. Binta Camara, une jeune femme de 23 ans, a été violemment battue à mort par un ami de son père parce qu'elle refusait ses avances. C'était le féminicide de trop. Les Sénégalaises sont descendues dans les rues de Dakar pour réclamer des sanctions plus sévères. Le gouvernement a réagi en adoptant une loi qui criminalise enfin le viol et la pédophilie. Jusque-là, ces crimes n'étaient que des méfaits, rarement sanctionnés. Mais les viols restent un fléau et les Sénégalaises les dénoncent désormais haut et fort. Pour en parler, je joins à Dakar Aminata Liba Mbeng, qui est psychologue clinicienne et militante féministe. Bonjour, Madame Mbeng. Bonjour, Madame Langlois. Les Sénégalaises ne laissent plus passer un événement dramatique sans descendre dans les rues. Vous manifestez souvent. Votre voix s'impose désormais dans le débat public pour dénoncer ces viols. On dit qu'il y en a 7 par jour qui sont dénoncés à Dakar. C'est sans doute la pointe de l'iceberg, mais êtes-vous entendu? Alors, est-ce que nous sommes entendus? Je pense qu'on est de plus en plus entendus. Même si le vécu et la souffrance des femmes au quotidien est quelque chose ici dont on ne tient pas compte. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait une sorte d'omerta en fait autour
des violences que subissaient les femmes. Et là, en fait, depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a un mouvement féministe qui se met en place, même si l'association des juristes sénégalaises, qui est une association qui se bat au quotidien pour améliorer les droits des femmes, fait un travail remarquable sur le terrain. Il y a un mouvement féministe qui est en train justement de se mettre en place pour porter la voix de toutes les femmes sénégalaises, pour dire stop à cette oppression. Parce qu'il faut bien se rendre compte ici que les femmes mettent en place des stratégies au quotidien pour survivre. Que ça soit dans le milieu familial, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit à l'école. Les femmes et les jeunes filles sont dans des stratégies permanentes pour survivre. Vous vous définissez vous-même comme une survivante du patriarcat. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les Sénégalais sont encore opprimés par ce patriarcat dans leur quotidien? Les Sénégalais sont opprimés par le patriarcat au quotidien. Je pense que ce n'est pas seulement une spécificité du Sénégal d'être dans une société, de vivre et de naître en tant que femme, en tant que fille dans une société patriarcale. Je rappelle juste que à l'échelle en fait du monde, il y a 137 féminicides par jour, selon les chiffres de ONU Femmes. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène qui est planétaire, pardon. Mais au niveau du Sénégal, en fait, je pense qu'avoir les concepts, moi, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai compris que tout ce que j'ai vécu, toutes les oppressions, en tant que femme aussi, on n'a pas été épargné par la violence machiste, on l'a vécu, on continue à le vivre, on continue à sous-estimer ce qu'on est, à sous-estimer nos compétences juste parce qu'on est des femmes. Donc, c'est au quotidien que les femmes se battent contre le patriarcat. Et donnez-nous des exemples de ce combat quotidien. Contre quoi vous luttez? Alors, pourquoi on lutte? Je pense que moi, le premier sujet auquel je m'attaque et auquel aussi mes autres collègues s'attaquent, c'est vraiment le viol. C'est le fait que le viol soit banalisé et que le viol ne soit pas puni en fait à la hauteur de ce qu'il est. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la criminalisation du viol qui a eu lieu à la suite de ce féminicide odieux qui a eu lieu à Tambacounda en janvier 2020. Donc, le viol a été criminalisé. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien à se réjouir en fait par rapport à cette criminalisation du viol. Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que cette criminalisation, elle est très tardive, en fait, comparée, par exemple, à d'autres. L'exemple que je donne, c'est que le vol de bétail dans ce pays a été criminalisé depuis bien longtemps que le viol. Donc, c'est pour vous dire où est-ce qu'on en est. Donc, je pense que moi, il y a rien à se réjouir parce que cette loi qui criminalise le viol, est une loi corrective, en fait, mais c'est une loi également qui reconnaît le viol comme ce qu'il est. Mais est-ce qu'elle a eu un certain impact depuis 18 mois qu'elle est en vigueur? Est-ce que, par exemple, les agresseurs, est-ce qu'ils sont plus souvent poursuivis, plus souvent condamnés? Non. Est-ce que les peines imposées sont plus sévères? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je vais vous donner juste un exemple pour vous dire que le viol, la criminalisation du viol n'a rien changé en fait au traitement et à la condition des femmes et n'est pas une loi dissuasive en fait pour lutter contre le viol. En juin 2021, donc il y a 2 mois, il y a eu un procès qui a eu lieu dans une région à Diourbel où un monsieur de 72 ans a été condamné pour viol et pédophilie sur une fille de 14 ans. Et ce monsieur a été condamné à 3 ans seulement. 3 ans de prison. Donc, pour des faits de pédophilie. Alors que le viol est un crime et la pédophilie est un crime aussi. Donc, on voit bien que dans la réalité, la criminalisation du viol ne fait pas que les auteurs de viol soient condamnés à des peines beaucoup plus lourdes. Donc, ce n'est pas une loi qui est dissuasive. Vous avez parfois l'impression de prêcher dans le désert, mais je me demandais, en voyant quand même que vos manifestations se multiplient, on vous entend de plus en plus dans les médias, est-ce que vous sentez que votre action depuis 2 ou 3 ans provoque quand même un début de recul de ces mentalités patriarcales? Je pense
pense que sur le viol, il y a des choses qui restent encore à faire. On voit encore que la culture du viol est très ancrée dans ce pays-là. Donc, il reste énormément de choses à faire sur la question des violences sexuelles. On questionne encore la crédibilité des victimes, on questionne encore leur tenue, on leur demande, enfin voilà, elles sont encore culpabilisées. Et nous, c'est ce qu'on veut faire changer, c'est-à-dire cette culture du viol, le fait que même à la télé, on a un journaliste qui est condamné pour viol, qui n'a pas fait toute sa peine, mais qui est à la télé presque toutes les semaines. Donc, quel message on envoie à tous les auteurs, mais aussi quel message on envoie à toutes les victimes et aux survivantes de ces violences sexuelles-là. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail qui reste à faire contre la culture du viol, mais aussi pour que les auteurs de ces violences sexuelles-là soient condamnés à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas condamnés. Pourtant, la loi prévoit des sanctions plus sévères. Alors, il est où le problème? C'est un manque de volonté politique, un changement de mentalité qui s'impose au niveau des magistrats, de la police qui accueille ces plaintes et qui ne présente peut-être pas la preuve nécessaire pour permettre aux juges de les condamner plus sévèrement. Il est où le problème? Alors, je pense que le problème est à plusieurs niveaux. Déjà, le nombre de viols déclarés est vraiment, je pense qu'il est très bas par rapport à la réalité, en fait, de ce qui se passe. Déjà, les forces de défense et de sécurité aussi ne soient pas assez formées, assez outillées pour accueillir. On a vu que les commissariats et les gendarmeries ne sont pas du tout adaptés pour accueillir les victimes, pour accueillir leurs paroles. Et souvent, elles sont découragées aussi dans leur démarche, en fait, de porter plainte, que ce soit par la famille ou par d'autres personnes. La deuxième chose, c'est qu'on a également une justice qui est écrite, qui est donnée par les hommes, qui est rendue par les hommes. Donc, déjà, la loi est écrite par les hommes et pour les hommes, mais la justice est aussi rendue par les hommes. Et selon et toujours dans cette idéologie, moi, je pense que les hommes ne prennent pas à la mesure de ce que c'est qu'un viol. Donc, même lors des procès, dans les tribunaux, ce qu'on cherche, en fait, c'est dire que non, c'était une relation consentie. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour la jeune fille de 14 ans, on ne peut pas comprendre qu'un monsieur de 72 ans abuse plusieurs fois d'une jeune fille de 14 ans et qu'il soit condamné à 3 ans de prison uniquement. Donc, il y a une confusion, je pense, qui est volontaire et qui est entretenue que finalement, le viol, c'est pas une violence, c'est juste des relations sexuelles. Donc, et ça, je pense qu'il faut aussi s'attaquer à ça parce que même dans la façon dont on parle dans les médias, dont on relate en fait les faits de violence sexuelle, les mots qui sont utilisés ne sont pas adaptés. Donc, on ignore complètement les conséquences psychotraumatiques en fait qu'un viol peut avoir sur une victime et sur une survivante. Madame Mbeng, merci beaucoup de faire ce combat pour les Sénégalaises et merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, ce beau dimanche à Dakar. Merci. Merci à vous et puis très bonne journée. Merci. Après les informations, en deuxième heure, on ira en Haïti voir comment les secours s'organisent après le séisme d'hier. Et Étienne Leblanc nous amène en Louisiane pour voir comment on s'organise pour combattre les inondations de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques. À tout de suite. Des hôtels le dimanche, deuxième heure.
Dans cette dernière heure d'émission, on ira à Port-au-Prince voir comment les secours s'organisent après le séisme d'hier. Étienne Leblanc nous amène dans les canaux de la Louisiane, voir comment on s'organise là-bas pour combattre les inondations qui sont de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques. Raphaël Bouvier-Auclair nous parle des Afro-Américaines qui ont 3 fois plus de risques de mourir des suites d'une grossesse ou d'un accouchement que les autres Américaines. On essaiera de comprendre pourquoi. Et Marie-Christine Bouillon nous présente de jeunes francophones qui vivent hors Québec et qui nous disent à quel point c'est difficile de parler français dans un milieu anglophone. En Haïti, on continue ce matin de chercher des victimes dans les décombres. Ce sont des images très pénibles à voir. Et les blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux encore debout dans le sud-ouest du pays. Le bilan du séisme s'alourdit. Il est maintenant de 724 morts et des milliers de blessés. Pour faire le point sur la situation là-bas, je joins Franz Duval. Il est journaliste et rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour, Monsieur Duval. Bonjour, Madame Langlois. J'aimerais d'abord commencer par vous demander, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, nous deux, ces dernières années, c'est presque toujours parce qu'il y a une crise qui secoue votre pays. Comment vous avez réagi hier matin en voyant, d'abord en ressentant encore la terre trembler, et puis en voyant les images d'édifices effondrés, de gens qui crient au secours parce qu'ils sont coincés sous les décombres? Comment on vit ça comme Haïtien? Alors, moi, j'ai vécu tout ça en deux temps. J'étais à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, on a ressenti la secousse qui a duré très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en 2010. Mais au départ, j'avais rien compris. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pas du tout en tête un séisme. Et tout de suite, on a pris la fuite, on est sorti de la maison, on était plusieurs. Et là, même sorti, la maison tremblait encore parce que la secousse a duré pendant très longtemps. Et tout de suite, on a eu les appels parce que le Nouvelliste avait des journalistes aux cailles, parce que les cailles où le tremblement de terre a fait le plus de dégâts célèbrent aujourd'hui, le 15 août, sa fête patronale, qui est la plus grande fête de la ville. Il y a des journalistes qui étaient sur place parce que la fête se fait quand même s'il y a Covid, même s'il y a d'autres difficultés. Mais c'est la fête de la ville et les journalistes étaient sur place. Et tout de suite, les journalistes nous ont dit qu'il y avait des dégâts, qu'il y avait des blessés. Mais là encore, eux aussi, sur place, ils ne comprenaient pas encore l'ampleur de la catastrophe. Parce que quand un séisme arrive, en réalité, vous n'avez conscience que de votre endroit. Vous n'avez conscience des problèmes que dans votre entourage immédiat. Et souvent, vous n'imaginez même pas que c'est général, que c'est une catastrophe à l'échelle d'une ville, d'un pays. Mais alors, comment vous réagissez? Ouais, comment vous réagissez? Comme nous, de loin, on regarde ça et on se dit, mais c'est pas croyable, pas encore Haïti, pas encore la terre qui tremble et qui provoque tous ces dégâts. Comment vous réagissez, vous? Avec beaucoup de stupeur, parce que là encore, les Cayes n'est absolument pas réputée comme une ville qui a déjà été frappée par un séisme dans le passé. À Port-au-Prince, en 2010, il y avait un siècle qui n'avait pas eu de séisme, mais la ville avait connu des séismes à plusieurs reprises. Mais cette fois, dans le sud, au Cayes particulièrement, il n'y a aucun souvenir de séisme à avoir frappé cette ville. Et je dois dire qu'on a réagi en journaliste, bien entendu. On a commencé à chercher des nouvelles, on a commencé à appeler des correspondants, on a cherché des photos. Ça, c'est le journaliste qui prend le dessus tout de suite, parce que nous sommes habitués aux catastrophes en Haïti. Il y a des villages entiers qui n'existent plus, là. Moi, j'ai l'ami d'un ami dont la famille est à l'Asile, le village de l'Asile, qui est tout près de l'épicentre. Il dit qu'il n'y a plus un édifice qui est debout dans son village. Son père est décédé sous les décombres. Sa mère est très blessée. Ses grands-parents aussi. Il est très inquiet. Est-ce que le gouvernement, qui est en crise chronique, mais encore plus depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, va avoir les moyens pour répondre aux besoins des nouveaux sinistrés? Alors, le gouvernement se cherchait déjà, parce que depuis le 7 juillet, la mort du président, il y a eu un premier ministre qui est resté 15 jours, il y a un autre premier ministre qui a à peine 15 jours depuis qu'il est là. C'est un gouvernement qui est encore en train de chercher sa place,
chercher à comprendre. M. Ariel Henry n'était pas aux affaires quand il est arrivé Premier ministre. Eh bien, tous, ils sont en train d'essayer de comprendre. Il faut dire aussi que ça s'est passé dans le sud, ça s'est passé un peu loin de Port-au-Prince. Les moyens n'existent pas dans la ville d'Écailles, les moyens existent encore moins à l'asile. Eh bien, bon, là, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dans les premières photos, on a vu les grands bâtiments qui se sont effondrés, les hôtels, les églises, les écoles. Mais en réalité, c'est toute la presqu'île du Sud qui a été frappée. Et comme vous le dites pour l'asile, il y a beaucoup de petites maisons propriétaires de paysans, des gens qui n'avaient qu'une chambre, qui n'avaient que 2 pièces de maison, comme on dit en Haïti, comme tout habitat, comme toute possession. Eh bien, eux aussi, ils se retrouvent à la rue. Ils ne sont pas encore dans les décomptes officiels des maisons qu'on dit qui ont été frappées par le séisme. Pour le moment, on prend que ce qui est dans les grandes villes, ce qui est visible. Mais je dois dire que la catastrophe est énorme pour tous les propriétaires dans ces habitats dispersés, dans les mondes, dans les petits villages et dans les bourgs d'Haïti. C'est vraiment une catastrophe majeure qui a frappé la presqu'île du Sud. Est-ce que les secours peuvent se rendre? Est-ce que déjà on commence à voir des humanitaires médicaux arriver pour soigner et sauver des gens? Comme en 2010, les premiers jours, ce sont les Haïtiens qui sont les premiers à se rendre sur place. Depuis hier, il y a un point aérien. On essaie de transporter des choses au CAI, de transporter des choses à Jérémie. Parce que Jérémie, par exemple, qui est à l'extrême bout de l'île totalement, on ne peut pas y arriver en voiture parce qu'il y a eu beaucoup d'éboulements sur la route. C'est une route très montagneuse et la route est coupée à plusieurs points. Pour le moment, ce sont des avions qui font les transports. Je suppose qu'on va essayer d'organiser des bateaux aussi parce que Jérémie est une ville côtière. Mais ce sont les Haïtiens, ce sont des médecins haïtiens qui se rendent sur place parce que l'urgence pour le moment, c'est les médecins, c'est les infirmières, c'est les médicaments, c'est les bandages, c'est les sérums physiologiques et c'est les antibiotiques. C'est ça l'urgence pour essayer de sauver le maximum de blessés que possible. Dans des hôpitaux qui n'étaient pas équipés pour recevoir un aussi grand nombre de patients. Si les Canadiens ou les Haïtiens qui vivent au Canada veulent aider, est-ce qu'il y a de bonnes chances que l'aide se rende sans faire de détour par les réseaux de corruption? Je ne vais pas répondre à cette question pour plusieurs raisons. On a eu une très mauvaise expérience en 2010 parce qu'Haïti n'avait absolument pas aucune idée de la gestion de l'aide internationale de cette ampleur. Quand la catastrophe de 2010 est survenue, il y a eu beaucoup d'annonces, très peu de résultats. Il y a eu beaucoup d'annonces, mais aussi très peu d'argent versé au final, parce que les 12 milliards promis par la communauté internationale n'ont jamais été 12 milliards. Et une partie de cet argent a été dépensée par des ONG, par des organisations internationales qui n'ont pas dépensé l'argent en Haïti, mais qui ont dépensé l'argent en frais de gestion, en paperasse, en achat, qui ne concernaient absolument pas les victimes en Haïti. Le problème, c'est qu'il faut aider Haïti encore une fois, mais il faut faire très attention dans la façon dont on va aider Haïti parce qu'il y a des systèmes de corruption qui ne sont pas seulement des systèmes haïtiens de corruption, mais qui sont aussi dans l'international, dans les ONG, dans des institutions qui sont des spécialistes de la détresse et qui à chaque fois profitent de la détresse d'Haïti pour faire leur beurre. Malheureusement, en Haïti, on est habitué à ça. En même temps, la souffrance est là, les difficultés sont là, les problèmes sont là, les besoins d'aide sont là en Haïti. Si vous connaissez une petite association haïtienne, si vous connaissez un Haïtien tout court, lui, je suis sûr qu'il va aider sa famille à son niveau. Mais les grosses machines, à chaque fois, les grosses machines prennent l'argent au nom d'Haïti et l'argent n'arrive pas en Haïti, malheureusement. Donc, aidons de petits organismes qui sont sur place. Je retiens la leçon, je retiens le message. Merci beaucoup, M. Duval, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais que vous êtes très occupé. Bonne fin de journée et courage à vos équipes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ici Radio-Canada Première, du cœur aux idées. Pour nous écouter en rattrapage, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web de Des Hôtels le Dimanche.
Le mois de juillet qui vient de se terminer a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre et ce n'est pas fini si l'on se fie à la canicule qui s'est vue dans les prairies et dans l'est du pays depuis une semaine. Ces relevés sont effectués depuis 142 ans. Il y a donc bel et bien une tendance très lourde au réchauffement de la planète qui a des impacts dévastateurs bien réels. Et doit-on le rappeler, le Canada se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste du monde. Les incendies de forêt, comme on les voit en Colombie-Britannique cet été, les ouragans, les tornades et les inondations un peu partout dans le monde vont donc continuer de se multiplier. C'est ce que confirme le plus récent rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été rendu public plus tôt cette semaine. Les changements du climat sont en train de transformer le climat de l'ensemble des régions de la planète. C'est de plus en plus rapide, ça va s'intensifier. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la surdité de la plupart des décideurs par rapport aux cris d'alarme des scientifiques. C'était Alain Bourque du consortium Ouranos, suivi par le climatologue Jean-Pascal Van Ippersel. Et de toutes les catastrophes naturelles liées au changement climatique, ce sont les inondations qui menacent le plus le continent nord-américain. On a tous en tête le souvenir de la Nouvelle-Orléans et du sud de la Louisiane qui ont été complètement inondés après le passage de l'ouragan Katrina en 2005. Un peu plus de 15 ans après cette catastrophe, cet État suit la trace des Pays-Bas en construisant un impressionnant réseau de protection contre les inondations. L'État du Sud est devenu un véritable laboratoire pour l'adaptation au changement climatique, comme l'a constaté sur place mon collègue Étienne Leblanc. Voici son reportage en rediffusion. Bonsoir. Katrina, un ouragan d'une rare intensité et celui qu'on redoute depuis toujours, fait déjà sentir sa présence à la Nouvelle-Orléans. On sait déjà que le vent, mais surtout les inondations vont causer des dégâts très importants. Let me reiterate, our call is for you to evacuate now. It's a mandatory evacuation for the West Bank. Les quartiers est de la Nouvelle-Orléans sont submergés. Who's at your house with you? My wife. Where is she now? Can't find her body. She gone. On a suivi des militaires qui devaient aller patrouiller en bateau, justement, pour aller chercher des citoyens encore isolés dans leur maison. Mais ils n'avaient pas de bateau, leur bateau était en panne. Ils ont essayé de réquisitionner un bateau, en tout cas une scène absolument loufoque. Dans le contexte. And dead on the side of a road or on the roof of a car or floating on some street. Les images de l'ouragan Katrina ont marqué les esprits. Des citoyens prisonniers sur le toit de leur maison, des personnes noyées dans leur propre cuisine, des corps flottants dans les rues. Au petit matin du 29 août 2005, à la Nouvelle-Orléans, une vieille digue cède le long du lac Pontchartrain et des fractures s'opèrent à une 50aine d'endroits dans la région urbaine. En quelques heures, 80% du territoire de cette ville d'1 demi-million d'habitants disparaît sous l'eau et une bonne partie du sud de l'État subit le même sort, noyé sous plusieurs mètres d'eau. Car depuis environ 2 décennies, ce ne sont pas tant les vents des ouragans qui causent le plus de dommages, mais les inondations qui en résultent. Toute la portion sud de la Louisiane est située sous le niveau de la mer et doit être protégée au risque de disparaître. C'est le cas de la petite ville de Jean-Lafitte, située à 25 km au sud de la Nouvelle-Orléans. Le jeune maire de la ville, Tim Kerner fils, nous fait visiter les environs avec son aéroglisseur. En poste depuis plus d'1 an, il succède à son père, qui a été maire du Patelin pendant 40 ans. Le jeune élu a grandi en voyant son paternel gérer les inondations et les sacs de sable après chaque ouragan. We've had some very, very bad ones. And it was before my administration, but the worst was Hurricane Rita, Katrina Rita. Il raconte que pour la ville de Jean-Lafitte, les pires ouragans ont été Katrina en août 2005, puis Rita, qui a frappé 3 semaines plus tard. Et de fait, ces 2 événements, coup sur coup, ont été la douche froide nécessaire pour convaincre les autorités de lancer le plus grand chantier public en Amérique, adapter la Louisiane à cette nouvelle réalité climatique. That's the wall that protects us. That's the levee that protects us. The 7.5-foot wall. And how long is it? It's about 4 miles long. Tim Kerner nous fait voir le tout nouveau mur anti-inondation construit il y a à peine 2 ans le long du bayou qui borde sa ville. La structure fait 2,5 mètres de haut et s'étend sur près de 7 km.
this is a game changer for us. I mean, it protects. This right here protects our schools. Ce mur change la donne pour nous. Il protège notre école, dit le jeune maire de Jean Lafitte. Depuis le passage destructeur de Katrina, la Louisiane a érigé ou modernisé 560 kilomètres de digues et de barrières anti-inondations.